La présidente de la Commission européenne laisse entendre qu'elle envisage de proposer un plafonnement des prix énergétiques afin de limiter la flambée actuelle des coûts. L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner a été la cible d'une tentative d'assassinat en pleine rue à Buenos Aires. Un suspect armé d'un pistolet a été arrêté. La montée des eaux due au changement climatique va contraindre à terme des millions de personnes à changer de terre. Reportage au Pays de Galles et en Louisiane. Les appels se multiplient pour imposer un plafonnement des prix aux énergies importées de Russie. Alors que le G7 cherche à réunir une large coalition pour limiter les coûts du pétrole, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souligne que l'Union doit imposer un plafonnement sur les prix des gazoducs russes afin de mettre un terme aux tentatives de Moscou de manipuler le marché énergétique. Vladimir Poutine préfère brûler le gaz à la torche plutôt que de le livrer conformément au contrat à l'Europe ou à d'autres régions. Je crois fermement qu'il est temps maintenant de plafonner le prix du gaz russe acheminé par gazoduc vers l'Europe. Ursula von der Leyen demande aussi de mettre un terme au niveau européen aux bénéfices exceptionnels des fournisseurs d'électricité afin de maîtriser les factures. L'idée est de mettre en place un plafond aux entreprises qui produisent cette ressource à partir du nucléaire ou des énergies renouvelables. Si les coûts sont moins importants, ces sociétés bénéficient de surprofits en raison de la flambée du gaz qui fixe le prix de l'électricité sur le marché. L'option serait donc d'obliger les entreprises à partager ces gains exceptionnels avec les gouvernements qui pourraient alors distribuer ces moyens auprès de ceux qui en ont le plus besoin pour payer leurs factures. L'électricité a un prix unique dans le système qui est fixé par l'unité la plus chère, qui est actuellement le gaz. Essayons donc de nous assurer que ceux qui sont le moins chers ne bénéficient pas de ces profits exceptionnels dont ils tirent avantage aujourd'hui et que cet argent soit collecté par l'État pour être rendu aux familles et aux entreprises. L'autre principe fondamental du projet de la Commission européenne serait de réduire de manière coordonnée la demande en électricité, en particulier en période de pic de consommation. Pour y parvenir, les États membres doivent établir des objectifs nationaux d'économie. Ces options devraient s'inscrire dans un plan d'intervention d'urgence qui devrait être présenté vendredi prochain lors de la réunion extraordinaire des 27 ministres en charge de l'énergie. La visite était attendue, mais elle n'a pas éteint les inquiétudes. Après des semaines de bombardements faisant craindre une catastrophe nucléaire, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont enfin pu inspecter la centrale de Zaporijia contrôlée par les Russes. Le directeur de l'agence a estimé que l'intégrité physique du site a été violée à plusieurs reprises. Nous terminons notre visite tant attendue de la centrale nucléaire de Zaporijia. Je viens de visiter les zones clés que nous voulions voir lors de cette première approche de l'ensemble de l'installation. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Mon équipe reste sur place. L'agence compte y établir une présence continue. Mais dans son discours quotidien, le président ukrainien a estimé que l'agence aurait dû aller plus loin. Selon lui, le départ de tous les militaires russes est nécessaire. La démilitarisation de la centrale est l'objectif des efforts ukrainiens et internationaux. Il est regrettable que nous n'ayons pas encore entendu de message approprié de l'AIEA, bien que nous en ayons parlé avec M. Grossi lors de notre rencontre à Kiev. C'était la clé, le point de sécurité essentiel. Il faut que les employés de la centrale en reprennent le contrôle total. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a rencontré des écoliers à Kaliningrad. Une visite symbolique puisque l'enclave russe est bordée par les pays membres de l'OTAN. Elle est également au cœur des tensions entre Moscou et l'Occident depuis le début de la guerre en Ukraine. La consternation en Argentine au lendemain de la tentative d'assassinat dont a été la cible l'ex-présidente Cristina Kirchner. Alors qu'elle saluait ses partisans, un homme a surgi avec un pistolet et a appuyé sur la gâchette en visant la tête de l'ancienne chef de l'État sans qu'aucun coup de feu ne parte, l'arme semblant s'être enrayée. Le suspect, un Brésilien d'une trentaine d'années, a aussitôt été maîtrisé. Les faits se sont produits à Buenos Aires, devant le domicile de Cristina Kirchner.
Lors d'une allocution télévisée, le président argentin Alberto Fernandez a fait part de son effroi. Au milieu d'une foule devant la résidence de la vice-présidente, un homme a pointé une arme à feu sur sa tête et a appuyé sur la gâchette. Cristina est en vie car pour une raison techniquement non confirmée, l'arme qui contenait 5 balles n'a pas tiré malgré la pression sur la gâchette. Une telle réalité émeut tous les Argentins et en particulier ceux qui sont ses compagnons. Et nous lui témoignons toute notre affection. Cette tentative d'assassinat survient alors que Cristina Kirchner est visée par un procès pour fraude et corruption. Il y a 10 jours, l'accusation a requis contre elle 12 ans de prison et une peine d'inéligibilité à vie, entraînant un soutien massif de ses partisans qui se rassemblent depuis tous les soirs devant son domicile en signe de solidarité. À la tête de l'Argentine de 2007 à 2015, puis vice-présidente depuis 2019, Cristina Kirchner demeure une personnalité influente et clivante dans un pays qui retournera aux urnes l'an prochain pour l'élection présidentielle. À 69 ans, la leader de la gauche péroniste n'a pas encore fait part de ses intentions. Le Premier ministre albanais a profité d'un déplacement à Belgrade pour tenter de stopper l'escalade des tensions entre la Serbie et le Kosovo. Lors d'une interview accordée à Euronews Serbie, le Premier ministre albanais a critiqué l'approche rigide de son homologue du Kosovo, Albin Kurti, vis-à-vis de la Serbie. Tout le monde sait que je suis à 100% du côté du gouvernement du Kosovo en ce qui concerne la reconnaissance. Mais ce n'est pas un secret. J'ai une opinion différente de celle du gouvernement du Kosovo en ce qui concerne le dialogue avec la Serbie. Le gouvernement kosovar veut que les résidents serbes du nord du Kosovo acceptent des plaques d'immatriculation dotées notamment du blason du Kosovo à partir du 1er septembre. Si les Serbes du Kosovo ne s'y conforment pas d'ici fin octobre, leurs voitures seront confisquées. Je ne vois pas de solution pour le moment. À partir du 1er septembre, ils vont certainement poursuivre leur campagne et essayer de forcer les Serbes à changer leur plaque d'immatriculation. Je ne pense pas qu'ils y parviendront, mais M. Kurti a déclaré lors des discussions à Bruxelles qu'il pensait qu'il y parviendrait. L'Union européenne et les autres pays des Balkans veulent à tout prix éviter une crise majeure entre le Kosovo et la Serbie. Le mois dernier, Bruxelles a réussi à négocier un accord sur la liberté de circulation entre les deux pays, mais l'affaire des plaques d'immatriculation pourrait réduire à néant ces efforts. Au milieu des écrans géants lumineux du célèbre Times Square à New York, ce nouveau panneau indique que cet endroit touristique est désormais une zone sans armes à feu. Une loi adoptée par l'État de New York est entrée en vigueur ce jeudi. Porter une arme même dissimulée sera interdit dans les lieux dits sensibles comme les parcs, les écoles ou les théâtres. Ces interdictions ne concernent pas les forces de l'ordre. Les habitants de Fairborn au Pays de Galles pourraient devenir d'ici 2050 les premiers réfugiés climatiques du Royaume-Uni. Conséquence de l'élévation du niveau de la mer qui s'est accélérée au cours des dernières décennies. En 2013, les autorités locales avaient suggéré une relocalisation des habitants d'ici le milieu du siècle, signant quelque part l'arrêt de mort de ce village de 900 âmes où l'avenir semble bouché. Le village est condamné. On ne peut plus obtenir de prêt, donc les jeunes n'ont aucune chance de posséder une maison. On ne peut plus rien construire parce qu'il n'y a pas de permis de construire. Il y a de nombreux villages le long de la côte britannique qui vont se retrouver dans la même situation. Aux États-Unis, la relocalisation est déjà une réalité pour les dizaines d'habitants peuplant l'île de Saint-Charles en Louisiane, menacée chaque jour un peu plus par la montée des eaux. La population va être relogée dans ces maisons à quelques dizaines de kilomètres plus loin, financées par une aide gouvernementale. Bert Nakin découvre son nouveau domicile, mais elle n'oublie pas d'où elle vient. Cette maison sera mon domicile, mais l'île est toujours ma maison. Elle sera toujours dans mon cœur. Selon un récent rapport, 216 millions de personnes pourraient être forcées de migrer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050 en raison du changement climatique.